Chers amis de la Sarthe et des alentours, merci de nous rejoindre sur LMTV en ce vendredi 15 décembre pour votre rendez-vous d'info locale au quotidien. Et ce soir à mes côtés, Laure Girard. Bonsoir. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Notre invité de l'actu. Militine Martin est responsable territoriale Sarthe et Nord-Mayenne pour GRDF. On parlera avec elle de la future unité de méthanisation qui va voir le jour au sud du Mans. Et puis dans la suite, je crois qu'on va continuer de parler énergie. Absolument, avec André Jeunet, vice-présidente de l'association Soleil du Loir, qui promet l'achat collectif de panneaux solaires pour réduire sa facture et passer à l'énergie renouvelable. Ça, c'est dans une quinzaine de minutes, mais tout de suite, place à l'actu. Et au sommaire de cette édition, Laure, les 10 km/h de la discorde. Entre la Ligue contre la violence routière et le département qui, malgré une décision de justice, maintient les routes départementales à 90 au lieu de 80 km/h. Le MSB doit gagner ce samedi pour prétendre à la Leaders Cup. Nous étions à l'entraînement ce vendredi matin. Et puis une initiative solidaire et bio au centre social Le Kaléidoscope, quartier des Sablons. Et nous le disions dans les titres, Laure, le département de la Sarthe prend de nouveaux arrêtés pour garder les routes à 90 km/h. Le 13 décembre, le tribunal administratif de Nantes a en effet annulé les arrêtés fixant à 90 km/h la vitesse maximale autorisée en Sarthe. Mais le conseil départemental, comme il s'y était engagé d'ailleurs, en a pris de nouveaux. Enzo Maubert. La Sarthe ne repassera pas aux 80 km/h. Dans un communiqué publié ce vendredi, le conseil départemental annonce avoir pris de nouveaux arrêtés pour maintenir la vitesse maximale à 90 km/h. Le conseil départemental de la Sarthe prend évidemment acte de la décision du tribunal administratif. De nouveaux arrêtés de circulation ont donc été transmis, dont la motivation est détaillée pour chacun des tronçons concernés. Le 13 décembre, le tribunal administratif de Nantes a annulé 41 arrêtés et a ainsi donné raison à la Ligue contre la violence routière. C'est elle qui avait déposé un recours contre la limitation à 90 km/h. Aujourd'hui, c'est le comité interministériel de sécurité routière qui vient d'annoncer plus 16% de morts sur les routes en France. Et les plus 16%, ça vient des messages qu'on envoie, du signal qu'on envoie dans les départements où on repasse à 90 et où on dit la vitesse n'est pas en cause dans les accidents. La cause principale d'un accident, c'est la vitesse. Face à la décision du département, l'association compte réattaquer les nouveaux arrêtés devant le tribunal administratif, comme elle l'a fait ailleurs en France. En Sarthe, 14% du réseau routier est limité à 90 km/h. Parlons vrai, parlons chiffres, Laure, maintenant. Et parlons santé. Dans les reportages que nous réalisons régulièrement sur la désertification médicale en Sarthe, nous avançons souvent le chiffre de au moins 60 000 Sarthois sans médecin traitant, ce qui nous classe 5e département le moins bien doté de France. Mais un article du Maine Libre en une ce vendredi 15 décembre fait état de 100 000 Sarthois sans médecin traitant, ce qui représenterait près de 20% de la population, c'est quand même différent comme chiffre. Nos confrères affirment s'être procuré un document de travail utilisé lors d'une réunion de crise cet été par l'Agence régionale de santé et les acteurs de la santé sur notre territoire. Un chiffre pour l'instant contesté par l'ARS. Et puis on reste dans le domaine de la santé avec les urgences de la Ferté-Bernard qui ferment une nouvelle fois et ce pour un bon moment. 6 médecins à temps complet manquent pour que les urgences fonctionnent correctement à la Ferté. Le service ne rouvrira pas avant le 2 janvier et d'après nos confrères de Ouest France, la situation pourrait même durer plus longtemps si aucune solution n'est trouvée. Et nous apprenons également ce jour que l'Agence régionale de santé vient de nommer l'actuel directeur du centre hospitalier du Mans, Guillaume Laurent, vous le voyez, à la direction par intérim de l'établissement de la Ferté. Guillaume Laurent assure déjà la direction commune des centres hospitaliers de Château-du-Loir, du Lude, de Saint-Calais et de l'EHPAD de Bessay-sur-Bray. Allez, place à notre invité maintenant. Alors, on reçoit ce soir Militine Martin. Elle est responsable territoriale de la Sarthe et du Nord-Mayenne pour GRDF. Merci d'être sur ce plateau. Une convention a été signée le 22 novembre entre l'entreprise de valorisation de biodéchets Trion, le gestionnaire public que l'on connaît ici, Cenovia, et GRDF que vous représentez. Et le 8 décembre, on le voit à l'image, un partenariat entre la métropole et Trion a été signé également. Que disent ces conventions? Pourquoi ces signatures, Militine Martin? Alors, pour revenir sur cette convention tripartite entre GRDF, Trion et Cenovia,
c'est une convention de coopération. L'objectif, c'est vraiment de faciliter l'implantation du projet de Trion, qui est un projet d'unité de microméthanisation assez innovant sur le territoire du Mans. Et donc, Cenovia, en tant qu'entreprise publique locale très engagée dans le déploiement des énergies renouvelables, Trion, qui porte cette solution de microméthanisation, et GRDF, en tant qu'opérateur gazier, qui vient raccorder le site pour lui permettre d'injecter le gaz vert produit. Ce site sera zone sud du Mans. Il va alimenter une partie de la métropole. On va y revenir. C'est très novateur. Ce type de site existe déjà dans les Yvelines et uniquement là-bas pour l'instant. Et surtout, ça correspond à une loi qui va passer au 1er janvier 2024. Il faudra trier nos biodéchets et nous aussi, particuliers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il retourne ? Exactement, donc c'est la loi AGEC, donc anti-gaspillage et économie circulaire, en fait qui vise à diviser par 2 le nombre de déchets enfouis d'ici 2025. Donc pour ce faire, à compter du 1er janvier 2024, tous les producteurs de biodéchets devront trier à la source leurs biodéchets. Et donc tous les producteurs, c'est aussi les ménages. Et donc cette réglementation, elle va imposer ce tri à la source. Et aujourd'hui, il existe 2 solutions pour collecter et valoriser surtout ces biodéchets. Ce sont d'une part le compostage qu'on connaît déjà un petit peu, qui est déjà un peu développé dans le monde plutôt rural, et puis la méthanisation, qui elle offre une double valorisation de ces biodéchets, puisqu'elle va permettre de produire du gaz vert, puisque ça fonctionne un petit peu comme une panse de vache. On produit du gaz vert grâce à cette matière organique à 38 degrés en l'absence d'oxygène. Ensuite, on l'injecte dans les réseaux et donc là, on consomme localement ce gaz vert produit localement pour se chauffer, pour cuisiner ou pour se déplacer, puisque je rappelle que le Mans Métropole dispose d'une flotte de bus roulant au gaz. Et puis, on a également le retour au sol. Et ça, avec la méthanisation, on ne le connaît pas forcément. Mais c'est un coproduit de la méthanisation, c'est-à-dire que la matière organique qui s'est dégradée fait un digestat, qui est en fait un fertilisant naturel, qui va pouvoir retourner au sol. Et donc, dans le cadre du projet Trion, ces biodéchets vont produire du gaz vert et aussi du digestat qui sera ensuite épandu dans les champs avec les agriculteurs partenaires. Et peut-être rappeler que nos biodéchets aujourd'hui composent 1/3 de nos poubelles. En effet. Donc c'est tout l'intérêt et puis rien ne se perd, tout se transforme dans le procédé. L'unité de méthanisation va coûter 6 millions d'euros d'investissement pour Trion. Donc elle sera zone industrielle sud, je l'ai dit, avenue Pierre Pifot. Les déchets collectés, ils seront collectés dans un périmètre de 30 km, c'est ça, autour. Donc c'est intéressant quand même parce que ça fait vivre un sacré secteur finalement. Exactement, alors c'est un grand périmètre et en même temps on est vraiment dans une logique d'économie circulaire. C'est-à-dire qu'on va produire local et qu'on va créer de la valeur qui va être consommée localement. Et ça, c'est une démarche, je pense, qui a du sens et on doit encore sensibiliser et communiquer parce qu'on a mené une étude en novembre avec l'agence Becoming et 67% des personnes interrogées étaient au courant de cette réglementation. Donc on a encore une marge, on a encore 30% qui n'est pas au courant et je pense qu'il faut vraiment sensibiliser et communiquer pour faire un lien entre ce geste, cette action de tri à la maison et cette production d'énergie verte. Et l'étude révèle également que 91% des Sarthois seraient favorables, se disent prêts à trier leurs biodéchets pour qu'ils soient transformés en gaz vert. Donc c'est un signal assez fort de l'engagement et de la volonté de prendre part à cet effort collectif qui vient répondre à des enjeux de transition énergétique. On arrive à savoir combien de logements ça pourrait alimenter, par exemple? Vous avez parlé des bus, ce serait la moitié de la flotte à peu près de la CETRAM. Ça représenterait... Alors la production, c'est 10 gigawattheures par an, donc ça représente l'équivalent de 1800 logements chauffés au gaz ou 42 bus. Donc oui, là, on est vraiment sur de la valeur pour le territoire et dans une vraie démarche d'économie circulaire. Cette usine, le calendrier, il est clair. Elle devrait produire début 2025. Aujourd'hui, le gaz vert progresse, mais pour l'instant, pour GRDF, c'est 6% de votre production, en fait. En Sarthe, vous avez à cœur que ça augmente forcément de votre côté chez GRDF ? Alors aujourd'hui en Sarthe, on est à 6%, mais si je vous dis qu'en 2018, on était à 0%, vous voyez, on voit qu'il y a quand même une dynamique qui s'est installée. Et puis il faut savoir qu'en France, on a le potentiel de produire 100% de notre gaz à horizon 2050, d'avoir du gaz renouvelable. Et ça, ce n'est pas le cas de tous les pays européens. Et c'est un vrai atout, sachant que notamment pour le Mans Métropole et pour la Sarthe, on pourra consommer entre 30 et 40% de gaz vert à horizon 2030 et plus de 100% à 2050. En fait, à 2050, on aura une indépendance énergétique en gaz
en Sarthe et on pourra exporter même ce gaz dans d'autres départements en France. Et vous reviendrez dans le journal d'LMTV pour parler de cette progression du gaz vert. Merci d'être venu sur notre plateau, Militine Martin. Allez, un mot de sport à présent avec le MSB qui s'apprête à disputer un match important pour la suite de sa saison. Oui, samedi à 18h30, les Tangos reçoivent Saint-Quentin, une équipe qui compte le même bilan jusqu'ici, 7 victoires pour 8 défaites. Le Mans, qui souhaite se qualifier pour la Leaders Cup, se prépare à un match accroché contre un concurrent direct. Le reportage de Colin Ancel. Les sourires sont de sortie, l'enjeu ne dépasse pour l'instant pas le jeu. Le MSB se prépare à recevoir Saint-Quentin, une équipe qui retrouve la première division après 30 ans d'absence. Le promu a une réputation d'équipe agressive que les Manceaux devront contrer. Le plus important, c'est qu'on soit prêt à livrer un combat. Les entraînements se sont bien passés, très intensifs. À partir de maintenant, tous les matchs sont importants pour aller à la Leaders Cup. Parce qu'on est en position de pouvoir le faire avec 2 matchs qui restent à domicile. Contre 2 concurrents directs, donc c'est évident que c'est un match qu'on doit prendre si on veut aller à la Leaders Cup. La Leaders Cup réunit les 8 meilleures équipes après 17 journées. Pour l'instant, Le Mans est 8e en ballottage avec 4 autres clubs dont Saint-Quentin. Avant une victoire sur le parquet des Mets samedi dernier, les Tangos avaient enchaîné 3 défaites en championnat, parfois contre de grosses écuries. Et avec la Coupe d'Europe, ils n'avaient pas vraiment pu souffler. Là, c'est la première fois qu'on a une semaine depuis 3 semaines, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, d'abord, c'est reposer, refaire soigner les bobos, faire le plein d'énergie. Parce que le mois de décembre, ça va être un marathon. Un marathon où chaque joueur a son importance. Le Mans peut notamment compter sur son meneur américain Devante Jones, sélectionné au All-Star Game, et 2e des sondages pour être élu meilleur joueur du mois de novembre. Je dois surtout remercier mes coéquipiers, le coach et le staff qui me mettent dans de bonnes conditions pour bien jouer au basket. L'équipe est meilleure de jour en jour, on est un nouveau groupe, mais j'ai confiance en nous. Une confiance qu'il va falloir confirmer pour retrouver le chemin du succès à domicile en championnat, où le MSB reste sur 2 revers consécutifs contre Monaco et Bourg-en-Bresse. Focus sur une initiative solidaire et qui a du goût maintenant. Au centre social Le Kaléidoscope, quartier des Sablons au Mans, un atelier de cuisine bio est proposé une fois par mois pour les adhérents avec une contribution d'€1 seulement. L'ambiance joyeuse captée par Alexandre Ferrer dans ce reportage. Elle s'initie à la cuisine bio et végétarienne à moindre prix. Des adhérentes du centre social Le Kaléidoscope participent à un atelier de cuisine 100% bio. Une occasion de découvrir une variété de recettes qu'elles n'imaginaient pas produire seules et à leurs frais. L'initiative d'aujourd'hui m'a permis de me diriger davantage vers le bio. C'est la première fois que je fais tout bio parce que moi je n'achète pas parce que c'est pas donnant les bio donc je n'approche pas. Les articles sont tous achetés à Biocop. L'atelier de ce jour revient à un peu moins de 30 € pour 8 personnes. En plus d'être adhérent au centre social, une contribution à hauteur de 1 € suffit pour y participer et déguster. Je voulais faire découvrir aux gens la cuisine végétarienne et leur montrer qu'en plus, si elle est bio, c'est encore mieux. Et c'est pas si cher que ça si on n'achète que du vrac. Bénévole à Biocop, Marie-Laure est à l'initiative de ce projet qui s'effectue une fois par mois depuis près de 5 ans. Le plat du jour. Nous allons faire un plat quinoa, potimarron, garni dessus avec des champignons, des oignons et du tofu fumé au sésame. Tel des professionnels, chaque adhérent s'initie à une tâche. Je suis en train de faire revenir des oignons. Quant à Mireille, elle s'occupe de l'entrée. À la base de betterave et du fromage blanc et du carotte. Oui. Et la touche finale de cette entrée, pour une dégustation de leur repas à midi, de quoi donner quelques idées de recettes pour les fêtes. Des idées de recettes et maintenant on finit avec des idées de cadeaux, toujours pour les fêtes. Ça donne faim. Oui, alors si vous cherchez le pot pour mettre les recettes dedans, il y a le marché des potiers en ce moment, il revient. C'est le marché des potiers Ceramica, il est ouvert dans les rues piétonnes du Mans tout le week-end. 45 artisans vous attendent avec des idées cadeaux. Et c'est déjà la 31e édition de ce marché qui devient finalement un peu une tradition de Noël au Mans, on peut le dire. Et oui, et je vous ai acheté une petite poterie, je vous l'offre après l'émission. Merci, c'est chouette. Quant à nous, on se retrouve juste après la page de pub. À tout de suite. Bonsoir. Eh bien, le temps reste encore assez dominé par la grisaille et les nuages assez présents sur l'ensemble de la Sarthe, ne laissant passer vraiment que quelques éclaircies, ce qui fait qu'en soirée, on va conserver des températures assez douces, le mercure affichant donc pour le milieu de la soirée justement entre 8 et 9 degrés. On attend 9 degrés
au Mans. Comment tout cela va changer au cours des prochaines heures? Eh bien, le ciel va se morceler un peu, laissant passer quelques belles éclaircies donc en fin de nuit et au petit matin. Du fait, les températures vont chuter. Celle au lever du jour, 2 à 4 degrés pour les minimales. On se rapproche des valeurs de saison et peut-être que très localement, on pourrait observer de petites gelées au sol, avec la présence aussi très localement de nappes de brume et de brouillard qui se dissiperont assez rapidement. Pour votre samedi après-midi, on conservera ce temps variable, un mercure qui va grimper entre 10 et 11 degrés, car il y aura par moments de belles périodes ensoleillées. Pas de précipitations à attendre, on se dirige vers un temps sec pour ce week-end. On regarde justement la tendance de votre dimanche, on conserve le même type de situation météo, un ciel très changeant, nuages, éclaircies et un mercure affichant des valeurs très légèrement supérieures au normal de saison, puisque le mercure affichera en tout début d'après-midi entre 9 et 10 degrés de prévu au Mans. On regarde la tendance pour votre lundi, c'est la grisaille qui revient, un ciel assez chargé, de faibles précipitations sous forme de bruine. Les températures continuent de descendre pour ce lundi. Ce sont les maximales annoncées entre 6 et 8 degrés. Mais cette fraîcheur ne va pas durer. La douceur reviendra tout au long de la semaine. On jette un coup d'œil sur notre agenda de ce samedi où nous fêtons Alice. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On va profiter ce week-end d'un temps, alors certes un peu plus frais, mais beaucoup plus calme et beaucoup plus sec. De retour sur le plateau d'LMTV Sarthe dans quelques instants. On sera avec notre second invité, mais tout de suite, vous le savez, on fait le point sur la qualité de l'air en Sarthe. Et contrairement aux prévisions annoncées ce jeudi, la qualité de l'air était plutôt bonne dans une majeure partie du département ce vendredi. Mais les conditions devraient se dégrader pour ce week-end avec l'arrivée des conditions anticycloniques qui vont limiter la dispersion des polluants qui nous concernent, à savoir l'ozone et les particules fines. Maintenant, on parle énergie, je crois, alors. Et intelligence collective avec André Jeunet, le vice-président de l'association Soleil du Loir. Merci d'être avec nous, André Jeunet. Bonsoir. Alors, les autres présidents, on va les citer quand même, c'est Bernard Oville et Joël Giardi. Comme ça, on a cité tout le monde. L'association Soleil du Loir propose aux habitants du pays Vallée du Loir de se regrouper pour acheter des panneaux solaires à installer soi-même. Voilà, d'où ça vous vient cette idée déjà? Alors d'abord du constat selon lequel les gens ont envie de dépenser moins en énergie et puis ils ont envie d'être indépendants. La crise de l'Ukraine leur a montré que l'énergie qui vient de l'extérieur elle est fragile et donc les gens s'intéressent au solaire, aux pompes à chaleur, etc. Mais les gens sont en situation de défiance. Ils se méfient des marchands. Il se méfie de la technique qui évolue beaucoup et il se méfie aussi de l'information, même de l'information officielle. Et donc nous, on a pensé qu'il fallait travailler avec les gens, les mettre en situation d'apprentissage et de co-apprentissage, c'est-à-dire leur permettre de visiter de façon concrète, en proximité et collectivement, des maisons qui sont équipées en solaire, en pompe à chaleur, etc. Et à partir de ces visites, qui ont eu beaucoup de succès, un groupe a décidé de créer une association dédiée au solaire en particulier pour effectivement aider les gens à acheter des panneaux dans de bonnes conditions. Donc l'idée, c'est aussi d'être dans une perspective d'entraide, finalement. Absolument, puisque les gens, certains d'entre eux d'ailleurs vont auto-installer, et pour auto-installer, ils vont se regrouper. On va faire des ateliers, c'est prévu, de façon à pouvoir installer quelque chose qui est quand même particulier, avec des conditions de sécurité qui sont évidemment importantes. Alors, est-ce que vous réalisez des économies quand même avec ces panneaux solaires? C'est l'enjeu, hein? Oui, bien sûr, c'est l'enjeu. Alors, un des présidents de l'association a installé des panneaux dans une maison où il consommait 7500 kW par an. Et alors, le fait d'avoir des panneaux, ça contraint une discipline, c'est-à-dire on consomme de l'électricité. Quand il y a du soleil, on décale l'utilisation de sa machine à laver, etc. Et donc, il a réduit de 50% sa consommation ainsi, et puis 50% supplémentaire grâce à 8 panneaux qu'il a installés sur un toit qui était disponible. L'association est assez récente. Elle a été créée en juin. Vous avez déjà 75 adhérents aujourd'hui. Voilà, c'est dire à quel point elle répond à un besoin. Absolument. Et on a une commande de 75 panneaux qui a été déjà actée. Il reste encore 2 jours. Les gens peuvent encore commander via cette commande groupée. Et donc, on a quelque chose de sécurisé
en proximité pour les habitants de la vallée du Loir. Alors oui, justement, on parle du bassin de vie de la vallée du Loir pour l'instant. C'est ça, de Montval, si on veut, jusqu'à Bazouges. Parce que vous êtes aussi président du conseil de développement du pays Vallée du Loir. Il faut le dire, ça part du pays, cette histoire, en fait. Ça part du pays, puisque vous savez que toutes les grandes réunions de collectivités doivent avoir une instance participative qu'on appelle le conseil de développement. Ce sont des bénévoles qui sont là pour réfléchir avec les élus et pour être en lien avec la population. Et donc, ce groupe de bénévoles, effectivement, il a une position de neutralité. Et nous, on milite beaucoup pour cette neutralité. C'est-à-dire, on ne vient pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire. On se dit, on doit faire le pari de l'intelligence collective et individuelle. On apporte des informations, on réunit les gens. Et à partir de cela, on fait le pari que les gens vont prendre les meilleures décisions. On ne va pas prêcher pour telle ou telle solution. On a vraiment ce culte de la neutralité. C'est très important. Vous avez des projets aussi avec les collectivités, je crois. Comment ça va s'articuler, ça ? Alors évidemment, le Conseil de développement est en relation d'ailleurs de grande confiance avec les élus du territoire. C'est une des bases. On a évidemment une relation très positive avec eux. Et donc, ils sont bien sûr au courant de tous nos projets. Et on va, jusqu'à maintenant, on a travaillé sur les équipements individuels et on va travailler sur des opérations plus importantes. Parce qu'il est important d'avoir des panneaux pour ceux qui peuvent en avoir sur leur maison. Mais si on fait des opérations collectives avec des panneaux sur une grande surface, sur des toits, etc., l'énergie coûte encore 3 fois moins cher. Hein. Et donc, on va essayer de faire des opérations collectives avec aussi de la redistribution locale, si possible maintenant. Et on va essayer aussi de construire nos propres sociétés. Hein. Alors, avec les habitants, avec l'épargne des habitants et aussi avec les collectivités, avec des sociétés d'économie mixte. On ne sait pas encore précisément quelle forme juridique on va utiliser, mais on est parti sur cette idée. L'idée, c'est de faire tout ce qui est possible. Ouais. Et on a beaucoup de choses possibles avec nos propres ressources. Notre territoire a du vent. Il a du soleil, il a de l'eau. Oui. On l'oublie parfois, il y a du soleil. Il a du bois, il a des productions agricoles et on peut valoriser toutes ces productions et les sécuriser. Et aussi, ce qu'on peut dire de complémentaire, c'est que chacune des... parce qu'il faut qu'on rende l'antenne. chaque solution a ses limites. Ouais. Le solaire a ses limites, l'éolien a ses limites, etc. Et il y a une solution qui n'a aucune limite, c'est la sobriété. C'est-à-dire que si on arrive à réduire les dépenses de consommation... C'est ce que vous prenez aussi. On va avancer. Et c'est l'un des enjeux. 70 adhérents, non pas 75, mais 75 panneaux commandés, en effet, pour la première commande. Et si vous êtes intéressé, l'adhésion, c'est 15 € par an, hein, si je ne dis pas de bêtises. Vous envoyez un mail à contact@soleilduloir.fr. L'intelligence collective, ça a du bon. Merci André Jeunet d'être venu nous en parler. Merci à vous. Et oui, on joue comme chaque soir. Et ce vendredi, on vous fait gagner 2 places pour un spectacle de Noël qui se déroule au cabaret Le Patis, c'est rue d'Echtal au Mans. Un spectacle pour enfants à partir de 5 ans, c'est donc aussi pour toute la famille, et qui s'intitule Le Pique-Nique Magique. Regardez la question qu'on vous pose ce soir. Aujourd'hui, gagnez 2 places pour le spectacle Le Pique-Nique Magique au cabaret Le Patis en répondant à la question suivante. Où habite le Père Noël ? Envoyez votre réponse par mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous. Vous connaissez la réponse, Laure, de la question ? Je ne la dis pas. C'est bien, on ne la dit pas pour nos téléspectateurs. C'est trop dur encore ce soir. Bon, et bien on retrouve tout de suite les Sartois du Web avec Aurélien Caillos, ses chroniqueurs, ses invités. Ça, c'est dans quelques instants. Et puis quant à nous, on se retrouve à lundi. Très bon week-end. Salut. Salut.